Ben ça aussi, c'est la remarque que je faisais à Marine Le Pen. C'est dommage d'avoir viré son père au moment où Zemmour valide entièrement les propos de Jean-Marie Le Pen, parce que normalement Zemmour devrait tresser une couronne de laurier à Le Pen. Vous pensez quoi du fait qu'on ait autant en fait, critiqué Jean-Marie Le Pen à l'époque pour des propos qui étaient comparables aux vôtres? Quel propos? Sur l'immigration, sur le danger de l'immigration. Raison, oui. Il avait vu juste, monsieur. Mais donc vous validez en tout cas une partie de ses propos? Bien sûr, mais de toute façon vous avez vu ce que j'ai écrit, ce que je dis. C'est évident qu'il avait vu juste. Qui avait tout annoncé et tout dit à la période, à l'époque où c'était utile, avant, c'était pour éviter la guerre civile. Et je trouve dommage que Marine Le Pen ait viré son père au moment où c'est la statue du commandeur. C'est celui qui avait tout dit et qui avait raison. Mes chers compatriotes, comment ne pas attirer votre attention sur le fait que les étrangers qui viennent dans notre pays y amènent avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs croyances, n'adoptent pas les nôtres, et un jour, si nous n'y prenons garde, nous les imposerons comme ils le font au Liban. Le grand patriote, hein, voilà. Et effectivement, au moment où aux États-Unis, qui a toujours de l'avance sur nous et que l'autre modèle, où un Le Pen émerge qui est Trump. What I want is common sense. I want a mainstream immigration policy that promotes American values. That's a choice I put before the American people. A mainstream immigration policy designed to benefit America, or Hillary Clinton's radical immigration policy designed to benefit politically correct special interests. That's all it is. Hein, voilà, qui est un patriote isolationniste, Amérique d'abord, viril. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. And I've known Hillary for a long time. This is the first time ever, that Hillary is sitting down and speaking to major corporate leaders and not getting paid for it. It's true. It's true. Hillary is so corrupt. She got kicked off the Watergate Commission. How corrupt you have to be to get kicked off the Watergate Commission. Pretty corrupt. Et qui veut effectivement régler le problème de l'immigration de façon assez sérieuse, réaffirmer l'identité américaine au niveau de, justement, en se recentrant sur sa politique intérieure. What the hell are we doing? We have to rebuild our country. Our bridges are falling down. 60% of our bridges are in danger. I mean, they're in danger. They're in bad shape. Our roadways, our highways, our schools. In Afghanistan, we build a school, they blow it up. We build it again, they blow it up. We build it again. So far, they haven't blown it up, but it's going to blow up. But we can't build a school in Iowa. We can't build a school in Brooklyn, New York. We can't build a school in New Hampshire. We can't take care of our vets. We can't have hospitals for our vets. Et sans doute s'émanciper un peu de la tutelle israélienne, même s'il le fait un peu subtilement et discrètement. At an MSNBC town hall event Wednesday, Donald Trump said that if elected president, he would be neutral on the Israeli-Palestinian conflict. First thing you have to ask, do they both want to make it? I have a real question as to whether or not both sides wants to make it. I have a real question as to one side in particular, whether or not they want to make it. Well, I don't want to say that right now. Il commence à se faire traiter d'antisémite, comme je l'avais déjà annoncé, comme Charles Lindbergh à l'époque. The Donald Trump campaign is facing more accusations of anti-Semitism. This time, the finger is being pointed at one of his newest advisors, Joseph Schmitz. In a complaint cited by McClatchy, Schmitz is accused of discriminating against Jewish employees while he was the Defense Department's Inspector General. Selon des plaintes déposées par d'anciens collègues, Joseph Schmitz s'est vanté d'avoir, comme accomplissement de son mandat au Pentagone, viré les Juifs. Il aurait aussi sermonné un ancien fonctionnaire sur les camps de concentration et que les fours étaient trop petits pour exterminer 6 millions de Juifs. Quand vous commencez à être traité d'antisémite et de révisionniste, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la vérité. Hein. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks
to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Alors lui, quenelle. Alors lui, c'est-à-dire qu'il est peut-être moins sous domination et c'est peut-être moins difficile pour lui. Mais le président, effectivement, philippin, c'est du super Le Pen et du super Trump. Vous qui êtes impliqués dans les trafics de drogue, fils de chienne, je vous tuerai tous. Je n'ai pas de patience pour cela, je n'aurai aucune pitié. Il répond à une question d'un journaliste sur les remarques que pourrait faire Barack Obama concernant les droits de l'homme aux Philippines. Il faut être respectueux. Il ne faut pas se contenter de balancer des questions et des communiqués. Fils de pute, je vais te porter malheur dans ce forum. J'adore, j'applaudis. Par contre, il vient de se choper un attentat à la bombe là récemment dans son pays. Il se fait punir. Mais il fait des déclarations savoureuses. Je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas Cambronne, mais on va mettre ça en post-production. Comme ça ne sera pas à moi d'assumer. What have you done for the world, Mr. United Nations? Kung ganun kayo kabastos, putang ina, umalis na kami dyan sa inyo. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien, parce qu'il y en a plein le cul du politiquement correct. Quand on a entendu une demi-heure de commentaires de Montel... Voilà, Cédric, on en a plein les yeux, des étoiles. On a envie d'aller écouter un discours du président philippin. Ça fait du bien. Tapos yung iyo ngayon, as the goal to condemn it. Yes, again, I repeat it, fuck you. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle, et ça confirme bien que Poutine est le grand homme politique de l'époque et de la période, et qu'heureusement qu'on a Poutine. Et que ce soit pour la question des banlieues, la gestion de l'islam, la question syrienne, la question notamment de l'indépendance même de la France, à chaque fois la solution c'est Poutine, la multipolarité. Le président russe est arrivé à Istanbul pour participer à un sommet sur l'énergie et rencontrer son homologue Recep Tayyip Erdogan. Moscou et Ankara qui scellent leur réconciliation. Les deux hommes vont confirmer notamment leur projet commun de gazoduc qui doit acheminer le gaz russe vers l'Europe en passant par la mer Noire. Et donc je me réjouis effectivement que Poutine ait réussi à faire comprendre à Erdogan, qu'il a compris in extremis, que s'il continuait à servir l'Empire en pensant pouvoir tirer son épingle du jeu, puisque lui avait une vision grand turc et pensait qu'il pouvait jongler sur la question kurde, jouer avec l'OTAN, les intérêts américains par rapport à la Syrie, etc. Il a compris, et Poutine l'a sans doute aidé à comprendre, qu'il finirait comme Saddam Hussein. Et là, il s'est pris un complot. Moi, je ne suis pas plus complotiste que les complotistes, je ne pense pas que c'est lui qui l'a organisé. Il a failli être déstabilisé et putché, parce que n'oublions pas qu'il est pour la réislamisation de la Turquie par rapport à la désislamisation intégrale qui avait été imposée par les jeunes Turcs. Il y a eu, et il y a encore, une alliance objective entre les pétromonarchies wahhabites, Israël et la Turquie, héritière de la révolution des jeunes Turcs et d'Atatürk, qui ont permis, de fait, la création du foyer juif en Palestine et de l'État d'Israël. Par les jeunes Turcs, c'est-à-dire les maçons de Salonique, qui renvoient d'ailleurs à la famille de Sarkozy, et qui est une fois de plus une question musulmane. Voilà, qu'on parle du massacre de la haute administration catholique, c'est-à-dire des Arméniens de l'ex-empire turc, ça revient toujours, on est toujours sur l'éternelle question musulmane. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, on pourra les aider. La secte Donmé du judaïsme fut fondée au XVIIe siècle par le rabbin Sabbatai Zevi, un kabbaliste qui croyait être le Messie mais qui fut contraint de se convertir à l'islam par le sultan Mehmed IV, le souverain ottoman. Israël a toujours été réticent à décrire le massacre des Arméniens par les Turcs en 1915 comme un génocide. On a toujours pensé que la raison de la réticence d'Israël était la crainte de compromettre les liens militaires et diplomatiques étroits entre Israël et la Turquie. Cependant, on découvre toujours plus de preuves que le génocide arménien fut largement l'œuvre des dirigeants Donmé des jeunes Turcs. Certains historiens du génocide pensent que les Arméniens, connus comme de bons commerçants,
furent ciblés par les Don Midway pour le commerce, parce qu'ils étaient considérés comme des rivaux commerciaux. Tous les Arméniens d'élite savent qui a commandité leur génocide et pourquoi. Voilà. Donc je suis content qu'Erdogan, effectivement, ait cessé de jouer la carte de l'Empire et qu'il ait compris que c'était peut-être à terme qu'il ne tirerait pas les marrons du feu, qu'il se rapproche aujourd'hui de Poutine et qu'il se comporte un peu mieux par rapport à la Syrie d'Assad. Ankara souhaite désormais réchauffer ses relations avec la Syrie, un changement de stratégie politique motivé par la lutte contre l'État islamique. Tout ça n'est pas très bon pour Israël ni pour l'empire mondialiste. Ce nationalisme hystérique, M. Erdogan, le sultan, le nouveau sultan de Turquie, ou le Poutine turc, disons. Mais tout ça est bon pour la multipolarité, pour la paix du monde et donc aussi pour la France. Voilà. Alors le Brexit, on peut être content dans un premier temps que le peuple anglais qui avait envie de sortir de l'Union européenne y soit parvenu, mais on peut se poser la question de savoir que si ce référendum est passé, et qu'il a d'ailleurs été proposé, parce qu'on a reproché à Chirac à une époque d'avoir proposé le référendum de 2005. Les Français rejettent la Constitution européenne, le non l'emporte largement, 55%. Non à l'Europe. Et il a été reproché à Chirac d'avoir proposé un référendum alors qu'il n'était pas gagné d'avance. Normalement, c'est ça la démocratie. C'est le vote qui ne change rien. Voilà. Le vote qui peut changer quelque chose, c'est dangereux. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont. Non, nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Et alors, si le Brexit a fonctionné, c'est peut-être qu'en réalité, il y a deux analyses. Il y a le peuple en avait marre d'être collé à l'Union européenne, qui est une espèce de bateau ivre qui n'a pas d'avenir en réalité. Mais c'est aussi parce que les élites financières anglaises comprennent que l'Union européenne est en train de sombrer et qu'ils voulaient se détacher de ce boulet pour finalement, notamment la City, s'intéresser à d'autres espaces de gains financiers, notamment l'espace eurasiatique. D'un point de vue géostratégique, l'Angleterre n'est rien et la City est tout. Et la City a décidé, la Cité de Londres, bien sûr, qui est tout à fait autonome et indépendante. Un État dans l'État. Oui, qui a servi de poste de pilotage à l'Empire britannique. La City, comme chacun sait, a décidé de se rapprocher de la Chine et des institutions chinoises. Ça s'est passé les derniers mois, les dernières années. Et actuellement, la haute finance se détache des États-Unis. Concrètement, la mort du dollar a été organisée, décidée. Donc c'est ça qu'il faut dire, c'est que la haute finance se détache des États-Unis, devient une haute finance véritablement offshore. Le radeau se déplace sur la nouvelle Méditerranée, qui est le bassin Indo-Pacifique. La City va devenir la place offshore, effectivement, des potentats maintenant chinois. Et ça, il fallait le Brexit justement pour que ça puisse véritablement s'accomplir. Absolument. Donc on peut à la fois avoir une analyse en disant le peuple a gagné, et en même temps, si le peuple a gagné, c'est que les élites financières anglaises n'avaient plus envie, n'avaient plus d'intérêt à être accolées à l'Europe. Je rappelle que les Anglais sont rentrés dans l'Europe contre l'avis de Gaulle comme cheval de Troie américain. Faire entrer l'Angleterre et par conséquent engager maintenant une négociation à cet effet, ce serait pour les 6 donner d'avance leur consentement à tous les artifices, délais et faux semblants qui tendraient à dissimuler la destruction d'un édifice qui a été bâti au prix de tant de peine et au milieu de tant d'espoir. Mais aujourd'hui, à la limite, qu'il y a l'Europe puissance voulue par le couple franco-allemand de l'époque n'a plus de besoin de la perfide à Lyon et des Anglais, puisque Merkel fait elle-même le boulot. Peut-être qu'à un moment donné, les Anglais ont eu le droit de ressortir le cheval de Troie de la cité, parce qu'en fait, la trahison est directement
et la destruction de l'Europe puissance et de l'Europe des peuples est directement faite par le couple franco-allemand lui-même, et notamment par la Merkel. L'Allemagne est sous le choc. 4 attaques en 7 jours, dont 2 revendiquées par l'État islamique et commises par des réfugiés. La chancelière Angela Merkel a dû interrompre ses vacances jeudi pour réagir devant la presse. Et son message est clair, le gouvernement maintient le cap de sa politique d'accueil des réfugiés, dont plus d'1 million est arrivé en 2015 dans le pays. Je suis aujourd'hui, comme hier, convaincue que nous allons réussir à surmonter cette épreuve historique. Et il s'agit bien d'une épreuve historique à l'heure de la mondialisation. Par la Merkel, qui, je vous le rappelle, vient de se prendre une culottée aux élections parce qu'elle organise la destruction du peuple européen par les migrants super musulmans dont parle finalement assez peu Zemmour. Son parti vient de subir un deuxième revers électoral en 2 semaines, mis en difficulté par le parti anti-migrant, l'AfD. Et la chancelière a décidé d'assumer. Angela Merkel reconnaît des erreurs dans la gestion de la crise des migrants, des erreurs qui ont permis au parti populiste de prospérer. Dieu sait à quel point nous n'avons pas pris que de bonnes décisions ces dernières années. L'insurrection continue de gagner les rues de Libreville, la capitale gabonaise, depuis l'annonce des résultats contestés de la présidentielle qui donne la victoire au candidat sortant Ali Bongo. L'Assemblée nationale a été incendiée la nuit dernière. En réponse, le QG du candidat battu, Jean Ping, a été pris d'assaut par l'armée tôt ce matin. Jean Ping annonce 2 morts et plusieurs blessés. La police évoque l'arrestation de 200 pillards alors que les émeutes se poursuivent. Mardi, la pression internationale s'est pourtant accrue sur le président gabonais. Selon les observateurs de l'Union européenne, des anomalies ont été relevées pendant le scrutin, en particulier sur le nombre de votants dans le fief de la famille Bongo, la province du Haut-Ogooué, où la participation a atteint 99,93%, alors qu'elle n'est que de 48% en moyenne dans le reste du pays. Alors là, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Alors c'est pareil, il y a 2 niveaux de lecture. Il y a la lecture à la Kémy Séba qui dit une fois de plus, c'est la France-Afrique qui impose son président contre le peuple. Sarkozy, tu as permis à Ali Bongo d'être installé parce que tu as reçu des valises d'argent. Eh bien, viens chercher ton terroriste. Nous n'en voulons plus. Il a massacré des centaines de Gabonais. Et tu es où? Alors là, on voit qu'on a 2 candidats de la France-Afrique en réalité, mais le fils Bongo qui est plus seulement pro-France, mais qui diversifie un peu sa corruption avec les Chinois, et les Français qu'on choisit pour le traître Ping, qu'on présente comme le champion de l'alternative et de l'alternance. Jean Ping, autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle gabonaise, acclamé par ses partisans. L'opposition rêve d'une ère nouvelle après un demi-siècle de règne sans partage de la famille Bongo. Le changement commence à partir d'aujourd'hui. C'est l'alternance. Alors qu'en fait, simplement, Ping a dû promettre d'être un peu moins pro-chinois et de rester un peu plus dans la France-Afrique que le Bongo. Mais après, quand on pousse l'analyse un peu plus loin, ce qui est obscène, c'est pas seulement la domination française sur l'Afrique, c'est l'incroyable trahison et l'incroyable mépris pour leur propre peuple de la famille Bongo. Ils gèrent encore de manière beaucoup plus honteuse dans la spoliation et dans le pillage que les gestionnaires français eux-mêmes. C'est au pétrole que le Gabon doit son boom économique. Il en est le second producteur d'Afrique noire. La société qui exploite ce pétrole est française, même si elle s'est donné une apparence juridique gabonaise sous le nom de Elf Gabon. Mounana, ce qui n'était qu'un petit village de brousse il y a 20 ans, est devenu une ville. L'église, comme l'école ou l'hôpital, tout y a été construit par l'entreprise et les Africains du lieu, de la maternité au cimetière, dépendent du patron. Ici, à l'hôpital, soins et médicaments sont fournis gratuitement. Et puis la société, qu'est-ce qu'elle vous a fourni encore, en plus de la maison? La société nous fournit des meubles. La table, les 4 chaises, le frigo, bien sûr. Et là, on peut faire une analyse qui va peut-être pas plaire à certains, c'est qu'en réalité,
Le problème, et c'est là où Lugan sert à quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de conscience nationale dans les pays d'Afrique, puisque les nations africaines sont des créations artificielles faites par les colonisateurs. Et il faut bien comprendre que les nations correspondent à des processus historiques qui, en France, nous ont pris du baptême de Clovis à Louis XIV. Jamais avant lui, un souverain n'a porté si haut la majesté royale au point de mettre en scène les plus infimes détails de sa vie quotidienne. Nous devons à Louis XIV la création de notre État, les frontières de notre hexagone et surtout Versailles, cet extraordinaire palais devant lequel je me trouve et qui résume aux yeux du monde toutes les gloires de la France. Mais qu'on ne peut pas téléporter un modèle historique qui correspond à une échelle de communauté artificiellement de l'extérieur et instantanément. Il a fallu, on va dire pratiquement 1000 ans pour que la France soit une nation, et en Afrique, il n'y a pas de nation. Il y a des ethnies, c'est-à-dire des familles élargies. Or, on va dire que la conscience sociale de Ping ou de Bongo correspond à la conscience sociale de la famille élargie. C'est-à-dire qu'il sert sa famille, c'est-à-dire 175 personnes, et il encule tous les autres, et il spolie tous les autres. Il n'a aucun problème pour voler son propre pays, quitte d'ailleurs à ce que ce vol bénéficie également aux multinationales françaises. Et là, c'est là où on pourrait faire une critique notamment du panafricanisme, c'est que pour passer d'une conscience nationale à une conscience supranationale pour arriver aux États-Unis d'Afrique, il faudrait non seulement un processus de conscience nationale qui n'est pas fait et qui n'est pas prêt de se faire, mais en plus un processus après qui correspondrait presque à la conscience nationale qu'ont les communautés aux États-Unis, vous voyez, où ils sont à la fois tous communautaires mais tous patriotes, c'est-à-dire une fédération. Il faudrait que l'Afrique arrive au niveau à un processus historique qui correspond à celui des États-Unis. C'est-à-dire pas un hasard si c'est Kerr Michael, les premiers panafricains sont des militants des Black Panthers américains. En fait, ce sont des Américains noirs qui projettent le processus historique et le long processus historique qui amène à l'Amérique, qui est un produit de l'Europe, et qui d'un seul coup arrive en Afrique, dans un monde de familles élargies, et disent voilà, on va faire le panafricanisme. Some people think that Pan-Africanism is a response to colonialism. While certainly Pan-Africanism responded to colonialism, we must not think that it's colonialism that brought Pan-Africanism into being. All societies have a tendency to go from a smaller social aggregate to a larger social aggregate, from the family to the tribe, to the clan, to the nation, to the continent. This is an evolutionary process. This evolutionary process, which would lead to continental unity, and Africa will still be the first continent unified, was interrupted by European capitalism. Since it was interrupted by European capitalism, an evolutionary process, the only way that Africa can unite today is through a revolutionary process aiming at a socialist economy. If capitalism destroyed us, it doesn't make sense to use capitalism to continue with it. We must use the antithesis of capitalism, which of course is socialism. And certainly if an evolutionary process has been interrupted, the only way we can capture the time lost is through a revolutionary process. C'est un saut métaphysique dans le temps qui saute un certain nombre de médiations de façon métaphysique et qui n'a aucune chance d'exister. C'est pour ça qu'un Kémy Séba, à la fois est un panafricain, mais que quand il s'adresse à son auditoire, les appelle ses frères et ses sœurs. Donc nous n'aurons pas compris que le manque d'amour entre frères et sœurs est le plus grand allié de ceux qui nous pillent. Nous n'avancerons jamais. C'est quoi ce paternalisme? Paternalisme serait que je dirais que tu es mon fils, je dis que tu es mon frère. C'est-à-dire que là, on est dans une démagogie ou une absurdité conceptuelle totale. C'est que les frères et les sœurs ne peuvent pas faire une fédération de nations. Les frères et les sœurs, c'est la famille élargie. Et quand on dit frères et sœurs, c'est qu'on a bien conscience qu'on parle à des gens dont la conscience politique ne va pas au-delà de la conscience familiale. En dehors, il y a ce qu'on appelle le mépris total ou l'ignorance totale de ce qu'on appelle le bien public et l'espace public. Ce qui se vérifie en Afrique par la situation de l'urbanisme africain. Hein, les Africains n'ont aucune conscience et aucun respect de l'espace public et du bien public parce que rien n'existe au-delà de la famille. J'ai constaté la même chose en Algérie. Un spectacle désolant à voir. Les ordures sont partout. Les poubelles, parfois éventrées, laissent échapper des odeurs nauséabondes. Même la mosquée, lieu saint et sacré, n'y échappe pas. La capitale ressemble à certains endroits à une décharge à ciel ouvert. L'incivisme des citoyens revient toujours aux lèvres. La preuve en est, à peine quelques minutes après le passage du camion, un citoyen dépose des cartons à même le sol, sans même prendre la peine de les mettre dans le bac. On jette ses poubelles dans la rue, on vole les ampoules, mais par contre, chez soi, c'est très propre. Et on respecte infiniment son père, sa mère et ses frères et ses sœurs.
On voit d'ailleurs les blabla des connards de banlieue sur ma sœur et mon frère, mais il n'y a aucune conscience en dehors de la bande rivale de deux barres d'immeubles qui sont à 300 mètres l'une de l'autre. Si tu touches à lui, tu as touché à moi. Donc ça fait qu'il y a tout le monde qui rentre dedans parce qu'eux aussi c'est pareil que nous. Et eux c'est pareil. C'est leur famille, nous on a notre famille. C'est le gros problème effectivement de l'Afrique. C'est pas seulement la domination blanche sur l'Afrique, c'est aussi qu'il faudrait admettre que pour sortir l'Afrique du chaos dans lequel elle est, il faut faire presque un retour en arrière, c'est-à-dire effectivement décoloniser totalement, mais décoloniser aussi, les idées qu'il y aurait des nations africaines. Il n'y a pas de nation africaine, et dès lors qu'on met en place des représentants nationaux africains, on est dans une escroquerie, et une escroquerie effectivement d'Africains envers d'autres Africains. Bongo n'est pas le président du Gabon. C'était un chef de clan qui encule ce qu'on appelle c'est comment ils appellent ça, eux, au niveau nation ? Les Gabonais. Les Gabonais, oui, mais ça n'existe pas. Il est d'une, je sais pas si c'est un Batéké, un Babouvi ou un Balala ou je sais pas trop quoi, et il emmerde les autres comme ceux qui ont assassiné Lumumba, qui était en fait de la tribu rivale. Deux jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville, Mobutu avait demandé à la presse internationale de venir à l'aéroport. Les photographes et les équipes de journalistes de l'Ouest seraient les témoins de la déchéance et de l'humiliation du grand Lumumba. Et qui l'ont massacré, alors on va dire pour les occupants belges, mais qui ont aussi massacré, parce que c'était des tribus rivales. Et c'est là qu'il faut, pour comprendre l'escroquerie du panafricanisme, ou la naïveté du panafricanisme, ou l'impossibilité que le panafricanisme puisse exister avant 2500 ans, compléter l'espoir de Kémy Séba par la culture réelle de l'Afrique qu'a Bernard Lugan. Refaire une carte de l'Afrique en remaniant les frontières, cela va régler quelques problèmes. Mais ça ne réglera pas l'ensemble des problèmes, car nous avons un tel enchevêtrement ethnique qu'il n'est pas possible de donner à chaque peuple un territoire. Vous avez des ethnies qui sont excessivement minoritaires par rapport à d'autres. Donc le système, c'est un système qui consiste à repenser la représentation électorale. Oui, mais quelle est l'ethnie majoritaire au pouvoir qui sera suffisamment masochiste pour accepter de céder sa rente de domination démocratique pour faire plaisir aux moins nombreux? Ce n'est pas possible. C'est douloureux parce que c'est un blanc à moustache, mais n'empêche que c'est nécessaire. Sinon, on est dans la démagogie totale. Mais la démagogie peut être aussi un projet de réussite sociale pour certains. Je n'ai pas de patron. Le véritable Africain n'a pas de patron, mes frères et sœurs. Mais avec mes frères et mes sœurs, on ne fait pas les États-Unis d'Afrique. Et pour le comprendre, transposer ça chez nous. Si moi je disais « frères et sœurs blancs, faisons l'union sacrée pour sauver la France », qui m'écouterait en France? J'ai pas un projet politique très retorse, quoi. Je veux vivre entouré de blancs. Blanc, c'est quoi? Ça va du Portugal, pas en dessous, quoi, à la Finlande. Vous voyez? Je sors là d'une demi-journée d'interrogatoire à la police et on m'a signifié que j'avais 5 nouvelles affaires, c'est-à-dire 5 nouvelles convocations avec interrogatoire qui vont amener 5 procès de façon automatique. 4 par la communauté organisée qui me persécute parce que je lui résiste et que je montre qu'elle est responsable du chaos social, du chaos ethnico-religieux en France et qu'il n'y a pas en France de problème d'antisémitisme, même de problème d'islamisme. Le problème d'islamisme revient au même. Il y a en France un problème de domination sur la France. C'est le problème majeur et c'est le problème qui génère tous les autres. Je le dis pour les patriotes un peu cons, la question de l'islam, c'est aussi la question musulmane. Hein, voilà. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et donc je suis persécuté de façon... et harcelé de façon hystérique et permanente. Donc c'est 5 nouveaux procès qui arrivent par la communauté musulmane qui a tout pouvoir en France. Moi, en tout cas, j'y vais pas. C'est fini. Je n'y vais plus. Je me sens maintenant exactement en situation de résistance. Je ne veux pas être jugé par ces gens-là. Je ne leur reconnais pas
le droit de me dire ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai le droit de penser, ce que j'ai le droit d'écrire. Je ne leur reconnais aucune autorité. Ce sont des collabos. Je ne suis pas un larbin qui va obéir à des coteries, à des lobbies, à des tribus, à des bandes, à des gangs, à des associations, à des maçonneries qui vont me dire quand j'ai le droit de parler et quand j'ai le droit de fermer ma gueule. Maintenant, je l'ouvre et je leur dis que je les emmerde. Citoyens français libres dans mon pays, je suis un résistant déclaré. Donc j'annonce que je vais probablement passer par la case prison, si ce n'est pas la case assassinat par un daéchien téléguidé par le ministère de l'Intérieur et Israël, mais que ça ne changera pas mon discours critique qui se radicalise à la mesure, proportionnellement à la radicalité de la communauté de lumière qui nous domine. La proximité de Clinton avec les superfinanciers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes sont dangereuses pour l'Europe et la France. Je demande à tous les autres candidats participants aux primaires de dénoncer aujourd'hui les propos de M. Poisson. Si M. Poisson ne dit pas « je me suis trompé, ma langue a fourché, je ne le pense pas du tout, je le regrette, je m'auto-condamne moi-même », il n'a plus sa place dans la primaire. Des propos qui portent donc sur la soumission à un lobby sioniste. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la primaire est destinée aujourd'hui à servir de support à un débat sur l'existence ou pas d'un lobby sioniste et la prétendue soumission de telle ou telle candidate à ce lobby sioniste. Mais on va où là? Permettez-moi de commencer par citer le prophète Isaïe, il y a 2600 ans. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » Excusez-moi, monsieur Poisson, je ne comprends pas très bien votre expression de lobby sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être très clair. Ne vous inquiétez pas des pressions américaines sur Israël. Nous, le peuple juif, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. Ariel Sharon, Radio Call Israël, 3 octobre 2001. אבל אז השוק העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. Il a dit peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Et dominateur. Oui. Peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Oui. Bon, ça a fait scandale, mais il y a du vrai. Il y a du vrai. Oui, bien sûr, et j'en suis. Alors je connais. Et c'est le problème définitif. Tous les autres problèmes viennent de là, problèmes économiques, problèmes ethnico-religieux. Et si on veut survivre et si on veut que la France ne disparaisse pas, il va falloir prendre ce problème à bras-le-corps comme je le fais. Voilà. J'assume. Alain Soral, merci. Je vous en prie. Ce soir, si vos temples étaient dotés d'un tocsin, j'en userais de toutes mes forces, et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire parce qu'une offensive contre la République est à l'œuvre, et notre pays, étourdi par la peur et l'angoisse, se trouve devant des choix décisifs. Il y a, évidemment, la menace immédiate, le terrorisme qui vient de faire vivre à la nation 2 années particulièrement douloureuses. Nous avons été touchés en plein cœur, dans notre chair, dans notre identité, dans notre âme. La liberté de la presse, à Charlie Hebdo, la communauté juive, à l'Hypercacher, la douceur de vivre au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de Paris, la communion nationale le 14 juillet à Nice, les catholiques à Saint-Étienne-du-Rouvray, les forces de l'ordre à Magnanville. Ce terrorisme, disons-le clairement, c'est celui d'un islam politique qui distille le poison du communautarisme et du séparatisme. Il porte en lui les ferments de la haine, de l'affrontement et du chaos. Par marches successives, il monte à l'assaut de notre socle commun, celui de nos valeurs universelles, de la laïcité et tout simplement de notre régime de liberté. Comme tous les totalitarismes, dans toute l'histoire de l'humanité, il teste notre capacité à résister. Son dessein est d'imposer le primat de la charia sur les lois de la République. Sa logique d'exclusion est infinie, elle est létale. Mais une seconde menace pèse concomitamment sur la France. Celle de voir pour la première fois de notre histoire l'extrême droite accéder au pouvoir sans violence, démocratiquement, et non par effraction comme elle le fit en juillet 40. Le danger n'est pas seulement
de voir Marine Le Pen accéder à la présidence de la République. À quoi servirait-il? En effet, de l'en empêcher si ses idées, celles de son parti, devaient y parvenir. Et la question ne concerne pas seulement les élections présidentielles. Ce serait un leurre de croire que tout danger serait écarté au soir du 7 mai si, un mois plus tard, des légions de députés de l'extrême droite et de la droite extrême faisaient leur entrée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, des réfugiés venus de Syrie, d'Irak, de Libye, d'Érythrée, de Somalie, du Soudan, veulent échapper au chaos. Le débat sur l'opportunité ou non de leur tendre la main est indigne de notre histoire et des valeurs universelles portées par la République. Les accueillir n'est ni un fardeau ni une invasion. C'est une obligation juridique et un devoir moral. Je suis venu ce soir vous exhorter, monsieur le grand maître. Je suis venu ce soir vous exhorter à prendre part à ce combat, à sortir de vos temples, à faire bénéficier davantage le monde profane de votre tradition, de votre regard, de votre excellence, de votre méthode, de votre savoir. Nous entrons dans un moment où les partisans de la République ont le devoir de ne plus se taire et de résister à l'offensive qui est menée contre elle. La France est un édifice solide et a toujours su terrasser ses ennemis. À chaque fois, la victoire de nos idéaux a été permise grâce à un sursaut de ceux qui se sont levés pour les défendre. Aucun extrémisme n'a survécu au soulèvement des partisans de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le moment du sursaut est venu, il a besoin de vous, et la LICRA sera à vos côtés. Je veux avec vous pouvoir reconnaître mon pays, notre pays, dans ce qu'il a de plus beau et de plus universel. Je vous remercie.